Voilà. Allez, on y va. Si vous voulez bien vous asseoir, vous avez bien mérité de vous reposer un petit peu après ces 2 heures de brainstorming. Là. Bien. Alors, il s'agit maintenant donc de la période, le temps de la restitution des travaux. Je tiens encore, ainsi que Paula, à vous remercier vraiment vivement de votre participation qui, je crois, dans tous les ateliers a été remarquée comme intensive, intelligente et déterminée. Donc j'appelle, chacun aura 5 minutes et c'est tout. 5 minutes pour présenter la proposition donc, du groupe de l'atelier. Nous commençons par l'atelier numéro 1 avec Kevin qui va nous présenter l'agenda parlementaire citoyen. Donc on lui demande de venir ici. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis heureux, à vrai dire un peu ému et impressionné d'être là. Alors, on parle d'un contexte, d'un problème, c'est qu'on a d'un côté des citoyens avec une expertise citoyenne, des idées, des initiatives et parfois des pétitions. Et puis d'un côté, on a évidemment des députés, on a notamment un agenda parlementaire qui est très bousculé. Il y a beaucoup de choses à faire passer dans cet agenda. Et donc, il y a une forme de filtre qui, d'une certaine façon, empêche, en tout cas, ne permet pas suffisamment aux initiatives citoyennes et par exemple aux pétitions, d'être intégrés dans l'agenda parlementaire. Donc nous, notre promesse, notre proposition, c'est de nourrir l'agenda parlementaire avec les initiatives citoyennes. Concrètement, comment ça marche ? Par exemple, nous avons une pétition qui reçoit un soutien popularité important, et donc on a la possibilité pour un député de se saisir de ce sujet et de l'imposer, et c'est ça le point important, à l'agenda parlementaire. Et finalement, la clé pour nous, c'est la relation, l'articulation entre une initiative citoyenne populaire qui a un soutien vraiment des citoyens et un député qui va porter cette initiative à l'agenda. Ça peut être aussi l'inverse, ça peut être un député qui va s'appuyer sur la légitimité citoyenne pour que ce soit intégré à l'agenda. Concrètement, ça veut dire que derrière, ça peut devenir une proposition de loi, un amendement, une mission d'information, une question au gouvernement. On voudrait insister sur une chose, c'est que, par exemple, sur la question de la pétition, on a un soutien quantitatif, c'est super, mais ce n'est pas suffisant. Et là où il va falloir creuser et trouver des solutions, c'est comment rendre cette pétition ou ce soutien quantitatif encore plus légitime. Pour nous, il y a plusieurs critères. Le premier et le plus important, c'est l'égalité d'accès, c'est le côté inclusif de ce soutien citoyen. C'est pas parce qu'on a X centaines de milliers ou X milliers qu'on est dans quelque chose, dans une initiative qui est forcément inclusive. Deuxième point important, c'est la question des territoires. Comment on s'ancre dans des territoires, avec par exemple des ambassadeurs territoriaux. Cette question des territoires nous paraît absolument indispensable. La troisième question qui nous paraît indispensable pour rendre encore une fois ce processus légitime, c'est le lien avec les associations, avec les corps intermédiaires. On n'a pas à ce stade les réponses précises. Ce qu'on propose, c'est un processus peut-être itératif dans lequel on part d'une pétition, on a la rencontre avec un député qui s'en saisit, et comment on peut itérer pour, à partir de ces différents critères que sont, encore une fois, égalité, territoire et association, on arrive à une forme légitime qui est du coup tellement légitime qu'elle s'impose à l'agenda parlementaire. Quels sont les bénéfices ? Des citoyens entendus, des parlementaires légitimes, un agenda diversifié et une relation positive, constructive, apaisée entre démocratie représentative et démocratie participative. Bravo à vous, vraiment extrêmement intéressant. Alors le deuxième point, la deuxième proposition d'atelier numéro 1, qui se situe, on le sait, en dehors de la loi, ce sont les questions citoyennes, et c'est Constance qui va nous présenter cela. Ça sera mieux, pardon, désolée. Donc voilà, nous on est parti du constat qu'il y avait vraiment une déconnexion entre les citoyens et l'Assemblée nationale avec les députés, que cette déconnexion, on va dire, pouvait s'observer sur les taux d'abstention, par exemple aux dernières élections, etc. Et que finalement c'était peut-être parce que tout simplement le citoyen ne pouvait pas s'exprimer réellement et ne pouvait pas poser ses questions au gouvernement.
En effet, la question, donc, il y a beaucoup de limites aux questions au gouvernement. Par exemple, il y a des insatisfactions puisque chaque groupe choisit le député qui posera la question. Les indépendants n'ont qu'une seule question à X semaines, etc. Les questions en plus sont réparties entre groupes avec une majorité au groupe de l'opposition. Donc, ce qui fait que forcément, ça crée des insatisfactions et aussi une sous-représentation des questions réellement que les citoyens se posent. Donc, ce qu'on propose, désolé, c'est pas très pratique, ce qu'on propose, c'est permettre donc chaque semaine à ce qu'au moins une question d'un citoyen soit posée au gouvernement par soit lui-même, soit par un député. Donc ça demanderait donc une mise en place très particulière, donc avec une consultation, donc on va dire par exemple de 50 000 personnes, qui seraient sur l'aspect numérique et aussi donc l'aspect off et on, comme on dit. Donc voilà, on pourrait poser une question sur une plateforme, il y aurait une présélection, on va dire, des briefings des citoyens pour permettre à chaque citoyen de participer activement au niveau de l'Assemblée nationale et de pouvoir poser sa question, que ça soit à travers une conférence webcam ou une visio qui serait à disposition dans toutes les préfectures, etc. Enfin, ça reste à définir au niveau de ce niveau-là. Et ensuite, il y aurait vraiment un dispositif médiatique pour justement rendre visibles ces questions-là, pour qu'on puisse savoir que tous les citoyens peuvent poser des questions au gouvernement à travers donc l'Assemblée nationale. Alors réellement, quels bénéfices on pourrait avoir ? C'est déjà une Assemblée nationale beaucoup plus humaine, puisque finalement le citoyen pourrait intervenir et pourrait se dire non, ce n'est pas que des personnes qui sont assises dans une tribune et qui réagissent de temps en temps. En plus, l'Assemblée nationale paraîtrait beaucoup plus proche du terrain. Donc ça, c'est vraiment essentiel, puisque c'est quand même notre base de la démocratie. D'autre part, ça permettrait de hacker l'ordre du jour, puisque l'ordre du jour est réparti donc entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, mais on pourrait espérer que le citoyen, justement, pourrait dire « Voilà, moi je pense que cette question-là vaut le coup et qu'il faut la poser au gouvernement ». Donc ça, c'est vraiment très, très important. Bien sûr, après, il y a un plan d'action à mettre en place, beaucoup de choses à définir. Donc, par exemple, finaliser les règles de présélection, rédiger un cahier des charges numérique aussi pour prendre en compte la sécurité de l'information, puisqu'il faudrait bien voir aussi tous les aspects fonctionnels et numériques. Bien définir un dispositif médiatique pour justement être certain que tous les citoyens puissent avoir accès justement à cette remontée de questions, des tests avec des niveaux, on va dire, d'évaluation, des réajustements, vraiment en mode projet, de dire qu'on intègre la méthode projet au sein de l'Assemblée nationale pour justement permettre aux citoyens d'avoir plus de dialogue et plus de visibilité au sein de l'Assemblée nationale. Très bien. Alors maintenant, nous passons à l'atelier numéro 2 avec la première proposition qui s'intitule « L'Assemblée hors les murs », avec des ateliers qui sont proposés aux citoyens. Et c'est Jean-François qui nous présente cela. Bien. Merci beaucoup. Déjà, je voulais remercier l'Assemblée pour créer une vraie démocratie participative, et qui mieux que le citoyen peut justement s'exprimer sur la démocratie participative. Alors, c'était le thème que justement nous avions à traiter, et nous sommes partis du constat, nous aussi, d'une certaine rupture du lien entre le politique et le citoyen, d'une rupture et aussi de l'existence de nombreux invisibles, comme nous les avons appelés avec mes coéquipiers, ceux qui ne participent absolument jamais, et aussi une autre difficulté qui est celle de l'incompréhension des citoyens sur des textes qui peuvent parfois paraître assez difficiles d'accès dans leur lecture, dans leur compréhension. Nous avons par ailleurs constaté qu'il existait dans les territoires déjà des procédures de consultation citoyenne mises en place par les députés, comme
Par exemple, les ateliers législatifs citoyens, l'existence de certains jurys citoyens, mais que ces différentes procédures n'étaient pas obligatoires et qu'elles dépendaient finalement de la bonne volonté des parlementaires eux-mêmes. Alors nous nous sommes demandé comment faire en sorte qu'il y ait un plus grand nombre de procédures participatives, consultatives, comment faire en sorte de les rendre obligatoires et de faire sortir les invisibles de leur cachette. Alors nous avons pensé à matérialiser ces procédures consultatives dans 2 textes. Un premier texte, c'est une charte de la participation, qui serait un texte annexé au règlement de l'Assemblée nationale. Dans cette charte de la participation citoyenne seraient prévus les principes de bonne pratique de la participation. Donc comment doit s'organiser la participation pour respecter le citoyen en évitant de faire des réunions à l'heure où tout le monde travaille, par exemple. Donc les principes, puis ensuite les différentes procédures qui existent déjà et qui ont déjà été mises en place par certains députés afin de permettre, plutôt de porter à connaissance des députés qui n'organisent pas de telles procédures participatives qui peut être mis en place, c'est-à-dire donc leur donner une forme de boîte à outils. Et dans ces procédures consultatives, on préciserait dans la charte de la participation la manière, donc il s'agirait d'une vraie boîte à outils, on leur dirait comment il faut organiser, comment on peut créer un site internet, comment on participe par la voie numérique, comment s'organiser. Ce serait une vraie boîte à outils que chaque député pourrait pourrait utiliser. Ce qui est intéressant, c'est que, bien sûr, il s'agirait peut-être de rendre les ateliers législatifs obligatoires, un certain nombre seraient obligatoires par session parlementaire. Et puis ensuite, chaque atelier serait inscrit en annexe de cette charte. Donc on aurait une mise à jour assez régulière sur la charte des députés qui procèdent à ce type d'atelier, ce qui sans doute inciterait ceux qui ne font pas des procédures consultatives dans leur circonscription à prendre eux-mêmes en charge ce type de procédure. Il s'agira donc d'une forme d'incitation. Deuxième outil, c'est la plateforme unique de consultation citoyenne. Alors plutôt que de mettre en ligne des projets de loi d'un côté, plutôt que de remettre en ligne les projets de loi après à l'Assemblée, de multiplier les plateformes de consultation, de prévoir éventuellement par la loi, un texte contraignant, une plateforme unique de consultation pour la plupart des textes, projets de loi ou propositions de loi. Cette plateforme comporterait 2 choses. Elle comporterait la possibilité d'abord de participer directement, donc en mettant son avis, en faisant des propositions d'amendements, etc. Une vraie plateforme numérique. Et en plus, de cette possibilité de participer, pour chaque projet de loi, il y aurait également une sorte d'agenda que tous les députés mettraient à jour régulièrement sur tous les ateliers, les jurys qui existent sur ce texte dans les différents territoires afin de porter à la connaissance des citoyens habitant dans les territoires des ateliers qui sont organisés dans leur circonscription. Et ensuite, pour terminer sur ce point, un bilan serait effectué pour chaque projet de loi, afin de savoir quels ont été les amendements éventuels ou les avis pris en compte dans le projet final, savoir quel profil de citoyens a participé, etc. Et un bilan annuel aussi de cette plateforme pour mettre en avant les bénéfices de cette démocratie participative, ceci permettant de combiner à la fois démocratie représentative et démocratie participative pour enrichir la représentation et enrichir l'information du citoyen. Merci. Merci beaucoup. Donc, nous passons à la proposition numéro 4, c'est-à-dire la numéro 2 de l'atelier numéro 2, et qui s'appelle « Citoyens au Palais Bourbon ». Elle est présentée par Nadine, Anne-Sophie et Laura. Non, il n'y aura que... Il n'y a que Nadine. C'est Anne-Sophie, donc. Alors, on va passer de l'Assemblée hors les murs aux citoyens au Palais Bourbon. Et donc, nous, le problème qu'on s'est posé, c'est que justement, Laura et Nadine, elles se disent, eh bien, moi, citoyenne,
J'en ai marre, je n'accepte plus de ne pas avoir mon mot à dire dans l'élaboration et dans la discussion de la loi. Donc, ce que l'on propose dans Citoyens au Palais Bourbon, c'est la possibilité pour tout citoyen volontaire d'agir et d'interagir dans la procédure législative. En d'autres mots, on pourrait dire faire pour comprendre et comprendre pour faire. Comment cela s'organiserait-il? Quel est le fonctionnement? Eh bien, il s'agirait, pendant une année parlementaire, soit 8 mois, pour tout citoyen qui le souhaiterait, donc de passer 8 mois au sein des commissions permanentes, au nombre de 8, ainsi que dans les autres organes parlementaires, au nombre de 7. Et donc, tout citoyen volontaire s'inscrirait sur une plateforme participative, il serait tiré au sort, un peu comme dans les jurys d'assises, pour que vraiment chacun ait sa chance et qu'il n'y ait pas de délit de favoritisme ou de copinage quelconque. C'est ce qu'il y a de plus démocratique. Les conditions d'accès, bien sûr, seraient assez drastiques, parce qu'il faut vérifier qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts, qu'il n'y a pas de personnes qui auraient été tirées au sort et qui après pourraient représenter un problème, etc. Donc, on a imaginé que, comme pour les parlementaires, eh bien, ces citoyens au Palais Bourbon devraient avoir affaire aux déontologues. D'accord ? Et puis, bien sûr, comme il s'agit pour n'importe quel citoyen de pouvoir avoir accès à cette fonction pendant 8 mois, il y aurait indemnisation en fonction du salaire du citoyen par l'Assemblée, défraiement, bien sûr, pour que le citoyen ne soit pas sans ressources pendant ce temps-là et que l'employeur accepte de le laisser partir pendant 8 mois. Il faudrait donc imaginer un règlement à ce niveau-là et que tout ça soit encadré. Il faudrait évidemment aller plus loin sur la réglementation de ce process. Les bénéfices, eh bien, il y en a de nombreux, mais si on essaye de résumer, la participation directe du citoyen, le sentiment d'être entendu véritablement et de participer, le fait que le citoyen, il vote pendant la procédure législative dans ses commissions, il est donc réellement acteur, le fait que ce citoyen, il va faire sans cesse remonter les problèmes du terrain, donc ça c'est très important, ça va permettre de garder un contact permanent entre le citoyen et les députés. Le citoyen apportera également un regard neuf, hors posture, on va dire, et ça diminuera peut-être aussi le risque de posture des députés. Voilà tout ce que l'on peut dire sur Citoyens au Palais Bourbon. Merci. Mais bon, on va essayer de redresser la posture après ce qu'on a entendu. Sur l'atelier numéro 3, donc, nous avons la 5e ou première proposition. Vous en pensez quoi? Donc, par Véronique. Bonsoir à tous. Alors déjà, je voudrais dire que c'est fantastique d'être là ce soir. Je pense que c'est la première preuve de vraie connexion entre les députés et leurs citoyens et une belle séance aussi de travail collectif qui produit grâce à l'intelligence collective de superbes propositions. Alors, donc nous, on a travaillé sur l'application de la loi, ce qui se passe en aval du processus législatif. Donc, on a une citoyenne ici qui se dit la loi X a été votée, elle est sur l'hôpital, mais je ne comprends pas tout, il y a des conséquences négatives pour moi et je ne peux pas agir. Donc, un sentiment de mécontentement, de ne pas pouvoir agir pendant 5 ans. On vote une fois et puis après, on se donne rendez-vous dans 5 ans. Un manque de confiance finalement vis-à-vis de la loi et un sentiment d'impuissance. Une loi a été votée, c'est négatif pour moi. Alors ce qu'on propose nous, c'est de créer en aval de la loi un dispositif d'information, d'échange, d'analyse des conséquences, de retour d'expérience.
Alors, ce dispositif est double pour éviter certains écueils. Alors, première partie du dispositif, la désignation d'un échantillon représentatif de citoyens qui va travailler avec des facilitateurs, des médiateurs, avec des inputs d'experts, puisqu'il y a beaucoup évidemment d'experts qui travaillent autour des lois et sur lesquels il faut évidemment s'appuyer. Donc avec une formation pour ces citoyens et une convocation. Pour éviter juste un effet, c'est juste des volontaires qui viennent ou des gens qui ont un intérêt particulier à faire passer telle ou telle opinion. Voilà, un système de convocation. Et deuxième partie du dispositif, une étude plus complète. On a fait une étude sur l'hôpital. Eh bien, on va analyser très concrètement sur le terrain à l'hôpital les conséquences de la loi. Donc il nous faut des moyens dédiés, de la méthodologie, des mises à disposition d'analyse et aussi un travail sur le terrain avec les services publics qui seraient concernés par la loi ou les entreprises ou les particuliers. Alors les bénéfices qu'on attend de ce dispositif, c'est déjà une meilleure compréhension de la loi, une meilleure acceptation par tous les citoyens, puisque une assemblée constituée de citoyens tirés au sort, convoqués, aura pu discuter, analyser et puis partager ces analyses. Il faut que ce soit médiatisé derrière et que les gens puissent se dire voilà, il y a des gens comme moi qui ont réfléchi sur le sujet, qui ont apporté des choses et qui ont fait preuve de réflexion citoyenne sur le sujet, pas experte. Et un engagement évidemment de l'Assemblée à examiner les retours. Donc ça doit être prévu dès, pour nous, la conception de la loi, c'est-à-dire qu'on fiche dans la loi les modalités de révision, de retour d'expérience. Donc on introduit une forme de souplesse dans la fabrique de la loi. C'est-à-dire qu'on n'a plus quelque chose de figé, on a bien des modalités de révision, on évite l'effet de la loi qui est faite juste sur un incident, sur un incident médiatique où les effets essuie-glace, on vote une loi et puis juste après on votera exactement le contraire. Donc on donne plus de consistance à la loi, dans la durée, avec une proposition de révision et de revue en fonction de ce que remontent aussi les citoyens, bien entendu, et des conséquences concrètes sur le terrain de la loi. Voilà. Merci. Bien, et pour terminer, donc, cet atelier numéro 3 pour la deuxième proposition et la sixième, donc au total de notre réunion de restitution, c'est le Legal Lab présenté par Mussine. Bonsoir. Alors, donc je pense qu'on est tous d'accord ici pour dire que tous les citoyens, du moins beaucoup d'entre eux, affirment une volonté d'expression quant à la démocratie. Donc, en ce qui concerne l'évaluation des lois, nous avons donc travaillé là-dessus. Et premièrement, je veux souligner que par évaluation, nous avons convenu, dans la discussion avec les députés, que ça englobait tout le processus de loi, c'est-à-dire en amont de la définition du besoin de légiférer jusqu'à son application. Donc concrètement, comment est-ce qu'on fait pour évaluer ? Alors notre proposition, elle se décline en 3 étapes. Donc premièrement, nous proposons la création d'une base de données en open data qui permettrait aux citoyens donc, d'accéder à des données qui seraient intelligibles, notamment à travers du chiffre. Donc ensuite, bien évidemment, les modalités techniques et scientifiques seront à définir. Une fois cette base de données établie, il faudrait déployer des relais et des médiations sur tout le territoire afin de permettre aux citoyens de pouvoir s'en emparer et de traiter également avec ces données, de les comprendre, pour ensuite, en 3e étape, produire à leur tour des données qui seront renvoyées aux députés quant à l'évaluation et l'efficacité de la loi qui a été produite. Et donc les bénéfices de ce dispositif seront
C'est la boîte, c'est pas la proposition qui s'écroule. Hein. Donc, les bénéfices, en fait, finalement, ce serait de renforcer le lien qui existe entre représentés et représentants, puisqu'il y aurait une circulation de l'évaluation et de la connaissance. Ça permettrait également une formation et une découverte du processus législatif, qui peut être faible aujourd'hui. Et donc, la conclusion de tout ça, c'est qu'avec la participation accrue de l'évaluation des lois, bien finalement, c'est la démocratie qui s'en retrouverait renforcée. Voilà. Merci. Bien, écoutez, je crois que cette journée est riche d'enseignements. On est impressionné par la qualité de ces propositions. Moi, avant de passer la parole à Paula, je voudrais dire déjà vraiment vous remercier tous d'être ici et d'avoir travaillé de cette manière avec cette qualité. J'ai une pensée quand même pour ceux qui ne sont pas là et qui ont aussi porté des contributions sur la plateforme et qui sont peut-être déçus de ne pas être là, mais il faut qu'ils sachent, s'ils nous entendent, que ils ont participé à ce travail collectif de toute façon et c'était important qu'ils le fassent. Et pour ceux qui étaient dans nos groupes et qui n'ont pas vu la première proposition retenue, en fait, on s'est bien aperçu que les propositions émanant des ateliers, c'était un continuum de réflexion et que quand nous présentions au nom d'un groupe, dans un atelier, une proposition, en fait, on s'apercevait qu'elle tirait derrière elle ou anticipait des propositions qui étaient faites par le groupe. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Il y a cette vision commune que nous partageons, c'est que l'Assemblée nationale, c'est extrêmement important et que le citoyen doit vraiment être au cœur de la décision publique. La décision publique ne peut plus se prendre sans qu'il y ait à un moment ou un autre la participation du citoyen. C'est ce que nous pensons, je pense, tous ici qui avons contribué au succès de cette journée. En tout cas, moi, je vous dis un grand merci. Et c'est pas fini, parce que nous avons encore beaucoup de travail devant nous. Il va falloir affiner tout ça, mais nous comptons sur vous. Voilà, merci beaucoup. Oui, donc je rejoins les remerciements de Cécile. Je crois qu'entre les 10 000 participants qu'on a eus sur cette consultation, plus la qualité de nos travaux aujourd'hui, l'envie de participer n'est plus à expliquer, à remettre en cause. Elle est très claire. Je voulais revenir sur la synthèse qui a été faite des contributions de la consultation dans un rapport qui est de très bonne qualité et qui est disponible en ligne, où il y a eu des analyses de textes automatiques qui ont été faits et où on a pu voir des mots-clés ressortir. Donc les mots-clés ont été citoyen, pouvoir, loi et devoir. Donc, ce qui m'a impacté dans ces mots qui ressortent, c'est non seulement la nécessité qu'il y ait une participation des citoyens au processus d'élaboration de la loi qui soit effective, donc disons inclusive, mais aussi une certaine responsabilité qui émane, cette partie devoir. Donc cet équilibre me semble très, très important à mettre en avant et je l'ai aussi ressenti cet après-midi, donc je voulais saluer cette démarche. Et donc on vous avait demandé au début de l'atelier de réfléchir à 3 choses. C'est de comment ne pas créer de nouvelles inégalités quand on réfléchit à la démocratie numérique, comment faire en sorte qu'on puisse retisser un lien de confiance, un travail collaboratif entre les citoyens et les élus, et troisièmement, de réfléchir à l'impact démocratique que peuvent avoir les outils eux-mêmes. Et j'ai aussi vu ces 3 aspects remonter dans les contributions, les propositions qui ont été faites cet après-midi. Donc voilà, vous remercier, vous dire que ce n'est qu'un début. Nous allons publier un rapport d'ici quelques semaines pour faire un état d'avancement de cette démarche, mais notre groupe de travail sur la démocratie numérique et les nouvelles formes de participation va s'étendre pendant 5 ans, tout au long de notre mandat. Donc il y aura beaucoup d'occasions et de nouvelles initiatives, de nouvelles occasions de rencontres et de travail ensemble. Merci beaucoup. Bon, avant de nous rejoindre, on va vous demander de nous rejoindre à la tribune pour faire une photo souvenir.
Voilà, si vous voulez bien. Et avant cela, je voulais quand même vraiment remercier, du fond du cœur aussi, les députés qui sont venus ici de notre groupe. Ils sont là et leur présence, ils la concevaient comme, à la fois comme une joie, mais aussi un devoir consubstantiel à leur mandat. Et je tiens à les remercier. Puis remercier aussi beaucoup l'Assemblée nationale qui est là tout un samedi, qui travaille beaucoup pour que cette réunion puisse se faire. Eh bien, écoutez, peut-être la photo avec tout le monde, y compris les services de l'Assemblée nationale, me semble-t-il. Oui, aussi, bien sûr. On les remercie parce que c'était une prouesse tout à fait impressionnante. Rien, avec plaisir.